Il existe, au cœur d'une vallée silencieuse du sud de la France, une demeure dont le nom n'apparaît sur aucune carte touristique, une bâtisse que les habitants du coin évitent en détournant le regard, comme si elle portait encore l'ombre d'un secret trop lourd pour être évoqué. C'est là, dans cette maison désormais abandonnée, que Thierry Ardisson aurait passé les derniers 6 mois de sa vie. Loin des projecteurs, loin de l'agitation des plateaux télé, loin de tout ce qui avait fait de lui l'une des figures les plus influentes du paysage audiovisuel français. Cette demeure, aujourd'hui envahie par le lierre et les fenêtres brisées par le vent, continue d'intriguer des milliers de personnes, non seulement pour ce qu'elle révèle des dernières années de l'animateur, mais aussi pour ce qu'elle cache encore. La maison n'était pas une propriété ostentatoire comme celle que les célébrités s'offrent majoritairement lorsqu'elles veulent fuir les villes. Rien d'un manoir clinquant ou d'une villa contemporaine minimaliste. Elle ressemblait davantage à une retraite spirituelle presque monastique. Des murs épais, une façade de pierre ocre, un portail rouillé qui grinçait dès qu'on le frôlait. Elle se dressait comme une survivante d'un autre siècle, un témoin du temps qui passe et qui avale tout. Pourtant, c'était précisément ce caractère brut, non retouché, presque sauvage, qui semblait avoir attiré Ardisson au crépuscule de sa carrière. Loin du noir brillant de ses costumes et du vernis sophistiqué de ses interviews légendaires, il avait choisi un lieu dépouillé, silencieux, où chaque bruit de branche cassée semblait résonner comme une confession. Pendant des années, personne ne savait réellement ce qu'il venait chercher là. Certains pensaient qu'il y rédigeait ses mémoires. D'autres affirmaient qu'il y préparait un retour médiatique monumental, fidèle à son style provocateur et méticuleux. Quelques habitants du village voisin racontèrent l'avoir aperçu marcher seul à l'aube, un carnet à la main comme un écrivain hanté par les phrases qu'il n'arrivait pas encore à libérer. Mais d'autres rumeurs, plus sombres, circulaient aussi, celles d'un homme qui voulait s'effacer progressivement du monde, sans fracas, comme s'il cherchait à disparaître avant même que la mort ne le fasse à sa place. Le premier mystère entourant cette maison est la manière dont Ardisson l'aurait acquise. Selon plusieurs sources proches du dossier, elle n'était mentionnée dans aucun des documents publics liés à ses biens immobiliers. Pas un journaliste, pas un biographe n'en avait entendu parler. Elle n'apparaissait ni dans ses déclarations patrimoniales, ni dans les reportages consacrés à sa vie privée. Pourtant, une ancienne notaire du département confia sous couvert d'anonymat que l'achat avait été effectué via une société écran étrangère, une technique discrète mais légale utilisée par certains artistes souhaitant protéger un lieu intime, loin des regards indiscrets. Cette seule révélation suffit à alimenter les spéculations sur ce que ce refuge représentait vraiment pour lui. À l'intérieur, la maison offrait un contraste saisissant entre son aspect délabré actuel et l'atmosphère étrange qui y subsistait. Les premiers enquêteurs qui y entrèrent après la mort d'Ardisson décrivirent une scène presque irréelle. Des centaines de feuilles manuscrites éparpillées sur une grande table en bois, comme si elles avaient été déposées en hâte, des piles de livres annotés, parfois dans les marges, parfois sur des feuilles volantes, des photos tirées de ses anciennes émissions, certaines encadrées, d'autres simplement posées contre un mur. Chaque pièce semblait raconter une partie de son histoire, mais aussi de son désir de comprendre, peut-être pour la première fois, ce qu'avait dit réellement représenter 40 ans de carrière devant les caméras. Mais le détail le plus troublant restait la pièce du fond, celle qu'Ardisson avait fait entièrement rénover. Le parquet y était neuf, le mobilier minimaliste mais choisi avec soin, et sur un mur blanc immaculé était fixée une seule télévision. Un modèle ancien, cathodique, comme si l'animateur voulait se replonger dans l'atmosphère du passé. Dans cette pièce se trouvaient également des cassettes, soigneusement étiquetées, Tout le monde en parle, Salut les terriens, Bain de minuit, et même des archives privées de ses premières années professionnelles. Tout indiquait qu'il avait passé une partie de ses derniers mois à réexaminer sa propre trajectoire, comme un homme qui scrute les traces laissées derrière lui pour comprendre si elles ont réellement un sens. Ce qui ajoutait à l'aura mystérieuse du lieu, c'était l'état dans lequel la maison fut retrouvée après son décès. Il n'y avait aucune trace évidente de dérangement, aucune scène de chaos, aucun signe de lutte ou de détérioration volontaire. Tout semblait figé, presque intact, comme si le temps s'était arrêté soudainement. Cependant, plusieurs objets personnels manquaient, des carnets entiers avaient disparu, un ordinateur portable n'a jamais été retrouvé et certaines archives télévisuelles n'étaient plus là. Des proches affirment qu'il avait l'habitude de confier ses écrits à un très petit cercle d'amis de longue date, tandis que d'autres pensent qu'une partie de ses œuvres non publiées a été emportée intentionnellement pour éviter qu'elle ne tombe entre de mauvaises mains. Cette demeure abandonnée est devenue, malgré elle, un symbole. Celui d'un homme qui, bien qu'ayant bâti sa carrière sur l'art de poser des questions que personne n'osait formuler, avait choisi de garder pour lui les interrogations les plus profondes de sa vie.
Le contraste entre le Thierry Ardisson public, personnage charismatique, provocateur, maître de l'impertinence, et l'homme qui se retirait dans le silence d'une maison perdue, ne faisait qu'accroître la fascination du public. Beaucoup se demandaient « Que cherchait-il réellement là-bas ? Une paix intérieure qu'il n'avait jamais trouvée ? Un sens à une existence placée sous les feux des projecteurs ? Ou bien préparait-il une dernière révélation ? Une œuvre testamentaire qui n'a peut-être jamais été terminée ? Dans le village, les habitants continuent encore aujourd'hui de raconter des anecdotes, chacune apportant une pierre supplémentaire à la légende. L'épicière se souvient d'un homme, toujours courtois, mais terriblement fatigué. Le facteur raconte qu'il recevait peu de courriers, seulement des enveloppes sans expéditeur. Un voisin affirme l'avoir entendu parler seul certains soirs, une habitude qui l'avait d'abord inquiété avant qu'il ne comprenne que l'homme répétait sans doute des phrases, des pensées, peut-être même des extraits de futurs écrits. Cette maison désormais vide résonne encore de ce passé proche. Peut-être que le mystère le plus fort et le plus troublant n'est pas tant la maison elle-même que ce qu'elle révèle. L'exil volontaire d'une figure qui avait toujours occupé l'espace public avec une intensité rare. Pourquoi partir ? Pourquoi se cacher ? Pourquoi choisir un lieu aussi isolé, presque oublié de tous ? Ces questions forment le cœur du premier chapitre du récit de sa dernière année, une année marquée par le retrait, l'introspection et un lien de plus en plus intime avec cette demeure qui semble avoir été le théâtre silencieux de ses derniers secrets. Les derniers mois de la vie de Thierry Ardisson demeurent parmi les plus énigmatiques et les plus commentés de sa carrière. Alors qu'il avait passé plus de 40 ans sous les projecteurs, habitué aux débats enflammés, aux invités iconoclastes et aux face-à-face acérés, la France découvrit soudain un homme différent, retiré, discret, presque effacé, comme si la lumière qu'il avait tant cultivée s'était subitement éteinte. Ce retrait progressif, difficile à comprendre pour le grand public, prit tout son sens après la révélation de son lieu d'isolement et des quelques témoignages rares de ceux qui furent proches de lui pendant cette période. Ce qui frappa le plus les journalistes, les fans et même ses anciens collaborateurs, c'est la manière imperceptible dont Ardisson s'était éloigné de tout. Pas de communiqué officiel, pas d'explication publique, pas d'édition spéciale annonçant un départ définitif. Simplement un glissement silencieux, presque imperceptible, comme si l'homme qui maîtrisait mieux que quiconque l'art du scandale avait choisi, pour lui-même, l'anti-spectacle le plus total, la disparition tranquille. Ces réseaux sociaux, autrefois animés par des annonces, des extraits d'émissions et des souvenirs, s'étaient progressivement tus. Ces apparitions en soirée, fréquentes autrefois, s'étaient raréfiées au point de devenir anecdotiques. Certains imaginaient un nouveau projet monumental, d'autres se disaient qu'il préparait un livre explosif. Peu auraient imaginé que ce mutisme était le signe d'une rupture intime et profonde avec son propre passé. Plusieurs témoins racontent que durant ces mois de silence, Ardisson passait de longues heures enfermé dans la pièce principale de la maison abandonnée devant les archives de sa carrière. Selon une source proche, qui avait pu lui rendre visite une fois, il semblait préoccupé par des questions qu'il n'avait jamais osé formuler publiquement. Il avait l'air absorbé par quelque chose de plus grand que lui, confie cette personne. Il n'était pas triste, pas vraiment, plutôt plongé dans une réflexion qui lui prenait toute son énergie. Certains évoquent un Ardisson en quête de vérité personnelle, comprendre ce que signifiait vraiment une vie entière passée à interroger les autres sans jamais véritablement se dévoiler. Cette introspection se traduisait par un rituel très particulier. Chaque matin, il visionnait une vieille émission, parfois l'une de ses premières interviews à la télévision, parfois un extrait de Tout le monde en parle ou de Salut les terriens. Il prenait des notes minutieuses, souvent sur des feuilles volantes, comme s'il cherchait à établir une sorte de chronologie intime de ses propres contradictions. Une autre source raconte même qu'il avait dressé une liste de toutes les personnes qu'il avait interviewées, politiques, artistes, écrivains, criminels, stars de passage et génies oubliés. À côté des noms, il écrivait des impressions, des souvenirs, parfois des regrets. Cette démarche intrigante donnait l'impression qu'il voulait revisiter chaque instant marquant de sa vie publique, un acte de mémoire, mais aussi de compréhension. Autour de lui pourtant, un voile de solitude se tissait. Ses proches avaient remarqué qu'il répondait de moins en moins au téléphone. Il esquivait les invitations, repoussait les collaborations, ignorait les projets qui, autrefois, auraient éveillé sa curiosité. Un ami de longue date se souvient lui avoir proposé un dîner à Paris. Ardisson refusa gentiment, prétextant qu'il travaillait sur quelque chose d'important. Mais l'ami confie aujourd'hui, ce n'était pas du travail, je pense qu'il voulait simplement être seul. Ce n'était pas une fuite, c'était une sorte de nécessité intérieure. Cette solitude, loin d'être subie, semblait choisie. Ardisson n'avait jamais été un homme ordinaire. Son rapport au monde, aux autres, à la célébrité, avait toujours été teinté d'une forme de lucidité brutale.
Peut-être est-ce pour cela que ces derniers mois étonnent moins ceux qui le connaissaient intimement. Ils y voient non pas le signe d'une rupture, mais d'une continuité. L'homme qui avait passé sa vie à disséquer la société avec cynisme et précision s'était transformé en analyste de lui-même, en observateur silencieux de son propre parcours. Pourtant, quelque chose dans cette retraite restait inquiétant. Plusieurs amis s'étaient rendus compte qu'il parlait souvent de « maître de l'ordre ». Il aurait trié ses archives, détruit certains documents, classé d'autres dans des enveloppes portant des dates et des lieux. Certaines rumeurs affirment même qu'il avait confié à un confident qu'il voulait laisser derrière lui une œuvre plus propre, plus claire, comme si un tri final s'imposait avant de s'effacer. Ce choix, énigmatique pour les uns, bouleversant pour les autres, ajouta une couche de mystère à sa disparition. Lorsque la nouvelle de sa mort fut annoncée, la France fut plongée dans un mélange de choc, d'incrédulité et de nostalgie. Les réseaux sociaux se remplirent instantanément d'hommages, de souvenirs, de phrases cultes, issues de ses interviews les plus célèbres. L'univers médiatique comprit alors que l'une des voix les plus singulières de la télévision française venait de se taire. Les chaînes d'information diffusèrent des extraits d'archives, des débats houleux, des éclats de rire, des silences pesants, des questions qui dérangeaient. La France redécouvrit un homme dont la carrière avait façonné une part importante du paysage audiovisuel. La réaction du public fut encore plus intense lorsque la maison abandonnée fut évoquée. L'idée qu'Ardisson ait vécu ces derniers mois dans un lieu aussi éloigné de sa vie médiatique semblait presque irréelle. Certains fans y voyaient une forme de romantisme noir, une sorte de retraite mystique. D'autres y lisèrent la tragédie d'un homme fatigué par une carrière exigeante, cherchant à s'isoler du bruit du monde. Des théories commencèrent à circuler. Pourquoi s'était-il enfermé là? Qu'avait-il écrit? Où étaient passés ses carnets manquants? Et surtout, que voyait-il lorsqu'il revisita ses propres archives? Les journalistes affluèrent dans la région. Les habitants du village furent assiégés de questions. Certains refusèrent de parler, d'autres livrèrent des témoignages fragmentaires. Une phrase revenait souvent. Il semblait calme, très calme, trop calme peut-être. Cette tranquillité, presque étrange pour un homme habitué à l'intensité permanente, devint un élément central des spéculations sur son état d'esprit. Plusieurs spécialistes des médias furent invités sur les plateaux télé pour commenter sa disparition et tenter d'expliquer son retrait. Un sociologue nota que la célébrité, lorsqu'elle dure aussi longtemps que celle d'Ardisson, impose un rôle presque inévitable. Peut-être qu'il voulait simplement redevenir anonyme, dit-il, revenir à un endroit où il n'était plus qu'un homme parmi les autres. Quoi qu'il en soit, ces derniers mois marquent un tournant dans la perception que la France avait de lui. Le public, habitué à sa voix, à son humour noir, à son regard perçant, comprit soudain que derrière le personnage se cachait un être humain traversé par les mêmes interrogations que chacun. Le sens de la vie, le poids des souvenirs, le besoin de silence, la recherche de paix intérieure. Bien que silencieux, fut probablement l'un des plus intenses. Et c'est dans cette atmosphère crépusculaire que la question de son héritage, matériel, artistique et symbolique, commença à émerger. Car au-delà de la maison abandonnée et du mystère de son isolement, un autre sujet allait déchaîner les passions. La valeur colossale de son patrimoine, révélée peu après son décès et qui choqua tout le pays. Lorsque les premiers détails concernant la valeur nette de Thierry Ardisson furent révélés, la France entière fut saisie d'un étonnement mêlé d'admiration et d'incrédulité. Beaucoup connaissaient l'homme de télévision, le provocateur élégant vêtu de noir, l'intervieweur incisif devenu un pilier du paysage audiovisuel français. Mais rares étaient ceux qui imaginaient l'ampleur réelle de sa fortune, fruit d'une carrière aussi longue que stratégiquement menée. Au moment de sa disparition, les spécialistes du monde médiatique estimèrent tout son patrimoine à un niveau respectable, sans excès. Quelques biens immobiliers, des placements classiques, peut-être une société de production rentable. Mais lorsque les documents officiels furent rendus publics, la réalité dépassa de loin les prévisions les plus ambitieuses. La fortune d'Ardisson atteignait un niveau que l'on associait généralement à des magnats de la communication ou des entrepreneurs internationaux, non à une figure de la télévision française. Sa valeur nette, compilée par des experts financiers indépendants, révélait un patrimoine impressionnant. Investissements diversifiés, immobilier discret mais intelligent, droits audiovisuels colossaux accumulés sur plusieurs décennies, placements internationaux, contrats de cession de format et surtout un portefeuille de propriétés intellectuelles qui continuait à générer des revenus passifs même après sa mort. On découvrit que ces émissions cultes n'étaient pas seulement populaires. Elles avaient été vendues, adaptées, rediffusées, réexploitées dans des dizaines de pays. Chaque rediffusion, chaque reprise, chaque archive accélérait la croissance de sa fortune. La révélation de ces montants choqua le grand public, car Ardisson n'avait jamais cultivé l'image d'un homme obsédé par la richesse.
Bien au contraire, il jouait volontiers le rôle du dandy désabusé, du maître de l'impertinence, du provocateur chic, dont la fortune semblait être un accessoire secondaire. Pourtant, derrière cette façade se cachait un stratège remarquable. Dès les années 1990, il avait compris que la télévision n'était pas seulement un art ou un espace de débat, mais un terrain économique puissant. Il avait investi tôt dans les contenus, bien avant que l'industrie ne se restructure autour des formats exportables. Ce flair, rare à l'époque, lui permit d'acquérir des droits audiovisuels qui allaient exploser en valeur avec l'arrivée des plateformes numériques. En analysant les documents bancaires et fiscaux, les journalistes découvrirent que son patrimoine se répartissait en 3 grandes catégories. La première, et la plus impressionnante, était son portefeuille audiovisuel. Des centaines d'interviews, d'émissions spéciales, de chroniques et de productions qu'il possédait en totalité ou en partie. Ce trésor de droits télévisuels constituait la pierre angulaire de sa fortune. La deuxième catégorie était son immobilier discret mais stratégique. Appartements à Paris, résidences secondaires en Provence, participation dans des projets touristiques et même un terrain isolé près de la maison abandonnée où il avait vécu ces derniers mois. La troisième catégorie regroupait des investissements plus inattendus, start-up culturelles, médias en ligne, entreprises d'édition et même quelques participations dans des projets technologiques en Europe et en Asie. Ce qui surprit le plus cependant fut la liste de biens et d'actifs non répertoriés publiquement. Pendant des années, Ardisson avait utilisé des sociétés écrans pour gérer une partie de son patrimoine, non pas pour en dissimuler la valeur, mais pour préserver son intimité. Selon ses proches, il n'aimait pas attirer l'attention sur son argent. Pour lui, l'argent n'était qu'un outil, confia un ancien collaborateur. Il investissait parce qu'il était intelligent, pas parce qu'il cherchait à s'étaler. Cette discrétion, presque paradoxale pour un homme ayant construit sa carrière dans l'espace médiatique, fascinait encore davantage le public. La France découvrait soudain que derrière l'animateur charismatique se cachait un gestionnaire redoutable, d'une lucidité rare. Lorsque les premières estimations furent rendues publiques, une onde de choc parcourut les médias. Les plateaux télé se remplirent immédiatement de spécialistes prêts à analyser ce phénomène. Comment un animateur, même aussi emblématique, avait-il pu construire une telle fortune? Pourquoi cela n'avait-il jamais été évoqué? Que révélait cette information sur l'économie du divertissement français? Certains commentateurs y virent un symbole du pouvoir croissant des contenus audiovisuels, d'autres une preuve de la capacité d'Ardisson à anticiper les transformations de son industrie. Mais au-delà des analyses économiques, un autre débat s'ouvrit, celui de l'héritage. Qui hériterait de cette fortune? Comment serait-elle répartie? Quels étaient les souhaits de l'animateur concernant ses biens, ses archives, ses droits? C'est à ce moment que l'existence de la maison abandonnée prit une nouvelle dimension. Certains commencèrent à suggérer que ce lieu n'était peut-être pas seulement un refuge, mais un élément clé de la gestion de son patrimoine. Pourquoi y avait-il apporté des archives? Pourquoi y avait-il réuni des documents que personne n'avait jamais vus? Que contenait cette mystérieuse pièce rénovée? L'absence de certains carnets, de l'ordinateur portable disparu, attisa encore davantage les théories. Une autre question plus intime apparut également. Ardisson avait-il prévu sa retraite et sa disparition d'une manière plus structurée que ce que l'on croyait? Les documents laissés derrière lui, soigneusement classés, annotés, rangés, laissaient penser qu'il avait envisagé un passage de relais discret. Ce qui troubla le plus les enquêteurs fut la présence de lettres non envoyées, destinées à différents proches, et de directives manuscrites concernant certains projets audiovisuels qui devaient rester secrets. Tout cela donnait l'impression d'un homme qui voulait contrôler sa mémoire et son héritage jusqu'au bout. La réaction du public à la révélation de sa fortune fut tout aussi intense que celle suscitée par sa mort. Les réseaux sociaux explosèrent de commentaires, oscillant entre admiration pour sa vision et fascination pour la manière dont il avait su gérer son image. Certains fans affirmaient que sa richesse n'était que la conséquence logique de son génie médiatique. D'autres étaient surpris. Comment un homme si discret en dehors des plateaux pouvait-il avoir construit un empire financier? Cette contradiction fit naître une aura encore plus mythique autour de sa disparition. Même après l'apaisement de l'émotion initiale, une question resta suspendue. Que représentait réellement cette fortune pour lui? Pour certains proches, la réponse était simple. Pas grand-chose. Il appréciait le confort, aimait investir intelligemment, mais ne vivait pas dans l'excès. Pour d'autres, cette accumulation de patrimoine était peut-être une manière pour lui de laisser une trace durable, plus solide que les applaudissements télévisuels. Ce qui demeure certain, c'est que l'héritage d'Ardisson dépasse largement celui des sommes, des biens et des droits. Son héritage est aussi culturel, intellectuel, symbolique. La France lui doit une manière nouvelle d'interviewer, un regard unique sur la société, une audace rare, une liberté de ton presque disparue dans les médias contemporains. Sa mort, sa maison abandonnée, sa fortune secrète,
Tout cela ne constitue pas seulement les éléments d'une biographie, mais les pièces d'un puzzle complexe, celui d'un homme qui, même dans la mort, continue de questionner le monde. Au terme de ce long voyage à travers la vie, l'œuvre et les mystères entourant les derniers instants de Thierry Ardisson, une impression demeure, celle d'avoir exploré non seulement la trajectoire d'un géant médiatique, mais aussi les contours d'un être humain complexe, fragile, contradictoire, infiniment plus profond que l'image qu'on avait de lui. Sa maison abandonnée, plongée dans le silence et les souvenirs épars, apparaît désormais comme le miroir inversé de sa carrière flamboyante, un lieu où l'homme, débarrassé du personnage, pouvait enfin se confronter à lui-même. Tout, dans cette demeure, racontait une histoire que les caméras n'avaient jamais filmée. Les feuilles annotées, les cassettes classées, les archives rangées avec une précision presque obsessionnelle, chaque fragment soulignait le désir d'un homme de revisiter sa vie, non pour la glorifier, mais pour la comprendre. Lui qui avait passé des décennies à questionner les autres, avait pour la première fois tourné la lumière vers sa propre intériorité. Ce retournement discret, réalisé loin des plateaux et du bruit du monde, dit peut-être plus de lui que n'importe quelle interview. La révélation de sa fortune colossale ajoute une dimension supplémentaire à son héritage. Loin de l'idée d'un animateur vivant au jour le jour sous les feux des projecteurs, on découvre un stratège méticuleux, un entrepreneur visionnaire, un homme qui avait su comprendre avant tout le monde l'importance des droits audiovisuels. La valeur des archives, la puissance future des plateformes numériques. Sa richesse n'était pas un caprice ni un hasard, mais le résultat d'une lucidité rare, d'une capacité à anticiper les transformations du monde médiatique. Et pourtant, malgré cette puissance financière, malgré l'aura, malgré la reconnaissance, tout ramène à ce qui semble avoir le plus compté pour lui dans ces derniers mois. La solitude choisie, le silence, l'introspection. Là se trouve le paradoxe le plus bouleversant de son existence. L'homme qui savait comme personne remplir l'espace public avait choisi de terminer sa vie dans un espace privé, dépouillé, presque invisible. L'animateur qui avait fait parler toute la France avait choisi de se taire. Le maître de l'impertinence avait finalement trouvé refuge dans une forme d'humilité. Aujourd'hui, la France regarde son absence comme on regarde la fin d'une époque. Les plateaux télé ne sonnent plus de la même manière. Les interviews semblent plus fades. Les émissions de débat apparaissent manquer de cette flamme, de cette provocation élégante qui lui était si propre. Thierry Ardisson a emporté avec lui une part de l'audace télévisuelle nationale, une manière d'interroger le monde qui n'appartient qu'à lui. Mais son héritage ne meurt pas avec lui. Il continue de vivre dans les archives, dans les émissions qui tournent encore, dans les citations qui circulent, dans les journalistes qu'il a inspirés. Il vit aussi dans les questions qu'il nous laisse. Qu'est-ce que la célébrité ? Qu'est-ce que la vérité d'un homme ? Qu'est-ce que la trace que l'on veut laisser derrière soi ? Ces questions, Ardisson ne les a peut-être pas résolues, mais il nous les transmet, comme une énigme ouverte. Et c'est ici que votre rôle devient essentiel. Si vous avez lu jusqu'à ce dernier paragraphe, c'est que ce récit vous a interpellé. Peut-être avez-vous été ému par la mélancolie de cette fin de vie, peut-être intrigué par la complexité du personnage, peut-être surpris par l'ampleur de sa fortune ou bouleversé par la solitude qu'il avait choisie. Quoi qu'il en soit, votre lecture est une preuve que ces histoires méritent d'être racontées, partagées, prolongées. Pour soutenir ce travail de recherche, d'écriture et d'analyse, pour continuer à explorer les destins fascinants, les secrets, les drames et les révélations du monde des célébrités, pour ne manquer aucune enquête, aucun portrait, aucun récit en profondeur comme celui-ci, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne. Votre abonnement n'est pas un simple geste technique. C'est un acte qui permet à ces récits de continuer à exister, de toucher plus de lecteurs, de prolonger la mémoire des figures qui ont marqué notre culture. Abonnez-vous dès maintenant, laissez un like si ce récit vous a captivé et partagez vos impressions dans les commentaires. Qu'avez-vous ressenti en découvrant les derniers mois de Thierry Ardisson ? Selon vous, pourquoi a-t-il choisi de se retirer dans cette maison isolée ? Quel est le moment de sa carrière qui vous a le plus marqué ? Votre voix compte. Votre soutien fait vivre le journalisme narratif. Et ensemble, nous continuerons à donner vie aux histoires qui méritent d'être racontées. Merci d'avoir partagé ce moment. Merci de faire partie de cette communauté. Et à très bientôt pour une nouvelle enquête.